Bonsoir mes amis investisseurs, bienvenue au troisième épisode de Dollar Master, un défi de 14 jours sur YouTube. À 20 heures, du 8 mars au 21 mars, on va être ici pour analyser les marchés américains et faire cette formation qui sert aux débutants et aussi aux investisseurs qui sont plus expérimentés, qui possèdent de l'expérience depuis quelques années même dans les marchés. Aujourd'hui, le sujet va être la diversification. Pour ne pas, tout le monde connaît déjà quelques principes de diversification. Donc aujourd'hui, je vais essayer de toucher certaines variables qu'on ne discute pas beaucoup. Donc ça va être très profitable notre live de ce soir. Et à la fin de ce live, je vais investir sur deux sociétés. Ceux qui font partie déjà de mon WhatsApp, de mon Telegram, de mon newsletter ont reçu déjà l'information qu'à l'ouverture du marché américain aujourd'hui, j'ai acheté une société et je vais parler de cette société que j'ai déjà achetée ce matin à la fin de la vidéo, quand je vais parler des autres deux sociétés que je vais ajouter encore aujourd'hui. Ça marche? Donc, je viens sur la présentation. Je vais voir qui ici est dans les chats. Hier, j'ai vu qu'il y avait presque 200 personnes. Il y avait 40 likes sur la live. Donc, appuyez sur les boutons comme ça. YouTube va savoir que des autres personnes sont intéressées par les sujets aussi. Donc, donnez un like, partagez avec vos amis, envoyez à vos amis, à vos proches. Ça aide beaucoup la chaîne à progresser et c'est une façon aussi d'interagir avec les collègues. Ça marche? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Jean-Michel, Benjamin, Jean il est là aussi, Alain, Tony, Eric, Jimmy, Sophie, Popcorn, Porsche, Laurent, Jimmy, Audrey, Antonio, Jean-Marc, bonsoir tout le monde. Allez, on va parler donc des sujets de diversification. Pour ceux qui tombent ici pour la première fois, à nouveau, je m'appelle Michael Ravaneda, mon accent vient du Brésil, je suis ingénieur, analyste financier, et l'objectif de ces défis, c'est d'analyser les marchés américains, donc propager, donc donner la voix à l'éducation financière sur le YouTube français. Ces défis de la master, comme j'avais dit, il va durer 14 jours, du 8 au 21 mars, à 20 heures, gratuit ici sur YouTube. Donc, il suffit de partager les liens avec vos amis et vos proches. OK? Donc, du deuxième live au 14e live, le contenu restera disponible pendant 48 heures. Après, je vais enlever parce que ça fait un défi. Donc, vous devez suivre les défis pour vraiment passer à l'action. Si vous voulez regarder des lives que peut-être vous avez ratés, vous pouvez vous inscrire dans la newsletter, dans la description de la vidéo. Vous allez trouver un lien qui vous allez faire partie de mon newsletter des mails. Et comme ça, vous allez recevoir les books d'analyse fondamentale. Vous allez recevoir les liens des lives précédents aussi. Je vais investir 10 000 $ de ma propre poche. Donc, du premier jour au 14e jour des lives, je vais investir 10 000 $. J'ai déjà commencé les investissements aujourd'hui. Et à la fin de ces lives, on va encore continuer à investir sur deux autres sociétés. Ne ratez rien, donc vous avez les liens de la newsletter dans la description. Vous allez recevoir les books d'Orla Master, les books d'analyse fondamentale, la liste des sociétés choisies et les playlists des lives. Okay? Donc, vous pouvez faire partie du groupe de la Master sur WhatsApp. C'est où j'envoie d'abord les informations par rapport aux nouveaux achats, etc. Sur les Telegram aussi, c'est un moyen, c'est comme WhatsApp, mais je peux envoyer des informations aussi. Donc, vous pouvez faire partie de mon Telegram pour recevoir des informations privilégiées. OK? Donc, on va attaquer les sujets de la vidéo. Combien d'actions? Combien d'actions? On va attaquer les sujets de la diversification d'une façon différente. D'abord, on va commencer avec les principes de diversification. Beaucoup de gens font confusion par rapport à cette définition des risques, risques systémiques, pas systémiques, etc. Faites beaucoup d'attention maintenant. J'ai besoin de votre concentration maintenant. Imaginez que je vais faire un portefeuille français. Je vais investir que sur des sociétés françaises. J'ai donc quelque chose à faire. Je peux par exemple investir sur une seule société ou investir sur 15 sociétés. Vous voyez qu'il y a une courbe ici sur mon écran. Cette courbe elle montre que les risques diminuent si je augmente la quantité d'actions dans les portefeuilles. Sauf qu'il y a dans la partie du bas un risque systémique de la France. Ça veut dire quoi ça? Que peu importe la quantité d'actifs que je vais ajouter dans mon portefeuille, toujours il y aura un risque intrinsèque au pays, géographiquement, à la France. Donc, de ça, on va comprendre une chose très importante. Plus on ajoute des sociétés, plus on va diminuer les risques non systémiques, ça veut dire qu'il n'est pas lié à la France, c'est lié aux actions en soi, mais il arrive à une limite
si on ajoute 50 sociétés, quand même, ils seront des sociétés françaises. Donc, elles sont exposées au risque systémique de la France. Donc, dans la bourse, on ne peut jamais faire valoir zéro les risques systémiques géographiques de l'endroit où on investit. Donc, de ça aussi, on apprend que la diversification géographique, c'est une chose intéressante et importante. Des choses donc, on doit diversifier géographiquement, parce que si on investit que sur un seul pays, on sait bien que les risques, il est attaché à ces pays. Les pauvres des Russes qui avaient toutes les économies dans la bourse, vous savez bien comment ça se passe à ces moments. Les Vénézuéliens, la même chose. Les Argentins, la même chose. Donc, toujours, il y a les risques du pays. Peu importe si vous diversifiez sur 3 sociétés ou sur 50 sociétés, il y a toujours les risques géographiques. Et aussi, évidemment, que si on investit sur une seule société française et cette société fait faillite, on va perdre tout. Donc, c'est pour ça que dans ces graphiques, vous voyez que la courbe elle diminue les risques au fur et à mesure qu'on ajoute des sociétés. Donc, j'ai fait les résumés. Il faut ajouter une certaine quantité de sociétés, qu'on va discuter combien de sociétés il faut ajouter. Il faut diversifier géographiquement pour ne pas avoir tous les biais, tous les risques dans un seul endroit. OK? Une autre façon de regarder maintenant, on va regarder la partie du risque non systémique. Donc, comme j'avais dit, plus on va ajouter des sociétés, plus les risques non systémiques vont diminuer. Mais toujours, il y aura un risque, même les risques mondiaux. Imaginez maintenant que vous avez suivi ma recommandation précédente. Donc, vous investissez plus que dans la France. Vous investissez maintenant en France, aux États-Unis, au Japon. Mais quand même, toujours, il y aura un risque mondial, un risque d'une pandémie, ou risque d'une guerre mondiale, etc. Donc, on ne peut jamais avoir risque zéro sur la rente variable. Si vous voulez simplement garder l'argent sous les matelas, c'est un choix. Vous allez perdre de l'argent par l'inflation. Mais si vous voulez investir, toujours il y aura un risque. Et comme tout dans la vie, les risques, il est attaché aux gains ou aux pertes. Si vous risquez dans votre vie professionnelle, si vous risquez dans votre vie, si vous êtes entrepreneur, si vous essayez de changer de vie, vous savez que toujours il y a un risque des gains, un risque des pertes. Dans les mondes d'investissement, c'est toujours la même chose. Toujours les risques et les gains, donc les risques avec les gains et les pertes, ils marchent ensemble. Donc là, même si on ajoute beaucoup de sociétés dans les portefeuilles, on voit que les risques ne vont pas à zéro. Toujours, il y a un certain niveau, vous voyez, un niveau qu'on va appeler des risques systémiques mondiaux. Peu importe la diversification qu'on fait, toujours il y a un petit risque, c'est le risque d'être exposé à la bourse. Si vous avez des biens immobiliers, vous avez 10 maisons au monde entier, au Japon, au Brésil, en France, etc. Quand même, toujours, il y aura un risque mondial de ce type d'investissement. Évidemment que ça va être plus petit que les risques de la bourse, mais toujours, il y aura un risque dans les niveaux mondiaux. OK? Bon. De ça, on arrive à un sujet très intéressant aussi, avant que je parle des quantités d'actions, etc., que c'est la diversification. C'est un mot, un jeu de mots en anglais créé par Peter Lynch, parce qu'en anglais, worst, ça veut dire pire, et donc diversification en anglais, qui c'est diversification. Il a fait un jeu de mots pour dire qu'il y a des gens qui font la diversification. Ils font une diversification qui laisse les portefeuilles pires qu'avant. Donc, c'est transformer un portefeuille qui c'était bon dans un portefeuille qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont diversifier sans objectif. Ils vont diversifier juste pour diversifier. Donc, vous aimez bien 5 ou 6 ou 7 sociétés dans les portefeuilles. Et dans un seul coup, vous allez ajouter une autre société juste pour ajouter. Ça, c'est une mauvaise idée. On doit diversifier, mais on ne doit pas diversifier en faisant n'importe quoi. On doit connaître la société, savoir ce qu'elle fait, connaître un minimum les fondamentaux, c'est que c'est une marge nette, c'est que la société vend, quels sont les produits et les services. Et aussi, il y a l'autre extrême, c'est les gens qui pensent non, Warren Buffett, il a 50% de son patrimoine sur Apple, donc on n'a pas besoin de diversifier. Ou aussi les partenaires de Warren Buffett qui disent qu'il n'y en a pas besoin de diversifier son portefeuille, la majorité c'est sur 5 actions. Écoutez, vous n'êtes pas Warren Buffett, vous n'avez pas 100 millions de dollars, 100 milliards de dollars. S'il perd 99% de son patrimoine, il continue milliardaire, il peut s'asseoir à la même table, il peut discuter pendant les déjeuners avec les PDG de Coca-Cola, avec les PDG d'Apple, et vous pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas les droits de perdre 80% de votre patrimoine. Donc, il n'y a rien à voir avec les investisseurs qui ont des milliards ou les fonds d'investissement avec les patrimoines d'un particulier. Un particulier, oui, doit diversifier. Et si vous voulez concentrer sur quelques sociétés, toujours vous pouvez. Mais il faut juste savoir
que quand vous concentrez, vous augmentez les risques. Et les risques, c'est aussi des gains. Et les risques, c'est aussi des pertes. Vous pouvez gagner plus que la moyenne, mais vous pouvez perdre aussi plus que la moyenne. Et c'est là que vous devez connaître votre niveau d'aversion au risque. Bon, on va passer donc sur 4 points maintenant. Les principes globaux de diversification, que c'est la diversification géographique, sectorielle, monétaire et par classe d'actifs. Vous êtes prêts? Est-ce que vous pensez que vous êtes bien diversifié? Je vais savoir dans les chats. Qui ici est bien diversifié? Je vais savoir qui est diversifié géographiquement, sectoriellement, en termes monétaires et par classe d'actifs. Vous avez toute cette diversification ou pas? Peut-être vous êtes juste concentré dans les actions, par exemple. Vous n'avez pas de biens immobiliers, c'est que sur les actions. Peut-être vous avez la diversification géographique, sectorielle et monétaire, mais pas la classe d'actifs. Vous considérez que vous êtes bien diversifié? Bonsoir tout le monde qui est arrivé après. Nelly, Pablo, Jacques, Eric, Mika, Sébastien, moi, Jacques, yes. Je connais bien ton portefeuille, Jacques. Toi, tu es bien diversifié. Laurent, bonsoir Laurent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont bien diversifiés, mais sont jetés un œil sur les portefeuilles. Ce n'est pas bien le cas. Allez, on va passer sur les diversifications géographiques du coup. Il faut savoir que les États-Unis, ils pèsent entre 40 et 65% du poids mondial. Actuellement, plutôt à 65%. Mais si vous regardez l'histoire de la bourse, les États-Unis ont pesé historiquement 35, 45%. Et pourquoi ils ont explosé à 65% de poids? Vous allez voir tout à l'heure un graphique que je vais vous montrer qui montre que les sociétés de technologie sont les secteurs des technologies, c'est les secteurs qui pèsent les plus dans les marchés actuellement. Et c'est justement à cause de ces booms de la technologie où la majorité des sociétés sont américaines, que donc les États-Unis ont commencé à peser beaucoup dans les marchés mondiaux. Donc un portefeuille diversifié géographiquement, il va peser entre 40 et 65% aux États-Unis, il va avoir entre 20 et 35% en Europe, il va avoir des 5 à 20% sur l'Asie ou sur les émergents. Quelques petites étoiles, quelques remarques ici. Toujours, on va tomber sur les biais de la maison. Par exemple, en France, on a les PA, donc on a les bénéfices d'acheter des actions européennes et ne pas payer d'impôts pendant qu'on fait la négociation, simplement au moment qu'on va faire les retraits. Donc, ça permet à l'investisseur français d'avoir un peu plus de poids sur l'Europe. Donc ça, c'est normal. Okay? Donc, un investisseur européen avoir 50-60%, entre guillemets, c'est normal. Mais si vous avez 100% de portefeuille en Europe, ou 100% de portefeuille en France, ou 100% de portefeuille aux États-Unis, là, vous avez les risques intrinsèques au pays, qu'on avait vu tout à l'heure, que c'est les risques systémiques du pays. On ne peut jamais effacer ces risques. Donc, si on a tout notre argent, par exemple en Russie, et la guerre va commencer, évidemment qu'on va perdre beaucoup d'argent. Si on laisse l'argent qui est en France, on va voir les risques de la France. Donc l'idée de la diversification géographique, c'est placer un petit peu dans chaque pays, justement pour éviter ces risques élevés de chaque pays. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est les États-Unis qui performent les plus, donc on va placer tout aux États-Unis. Mais n'oubliez pas que du coup, on va voir les risques des États-Unis, tout concentré là-bas. C'est pour ça que si vous êtes optimiste par rapport à nos régions géographiques, vous pouvez surpondérer cette région géographique, mais sans placer 100% des œufs dessus, okay, dans ces mêmes paniers. Ok, donc là, c'est les poids qui respectent les critères mondiaux. On avait déjà vu précédemment dans les premiers lives qu'on a 900 sociétés investissables en France et 9000 aux États-Unis. La France pèse 3,5% du marché mondial. D'où on a appris qu'on ne va pas laisser 90% ou 100% de notre patrimoine en France. D'où l'intérêt d'investir aux États-Unis. Okay? On a vu aussi la diversification géographique. On a toujours les biais maison. Je vous avais montré que la majorité des Français investissent que sur la France. Donc, grosso modo, un portefeuille d'un Français moyen investit entre 50 et 60% en France. Mais la France pèse seulement 3% du marché mondial. Donc, ça veut dire qu'il y a un erreur. Okay? Donc, ça veut dire que les Français sont surpondérés sur la France. C'est normal parce qu'il y a les biais maison, mais un biais tellement élevé, ça, c'est pas normal. Okay? Donc, une astuce pour garder en tête, si vous respectez plutôt cette diversification affichée ici maintenant, vous respectez un portefeuille global, mondial. Vous avez toujours l'option de surpondérer, par exemple, on suppose que vous allez mettre 100% sur l'Asie à partir de maintenant. Peut-être votre portefeuille va rentabiliser beaucoup plus que le reste des autres portefeuilles, parce que l'Asie va exploser pour une raison qu'on ne connaît pas.
Mais là, dans ces cas, il faut savoir que vous avez les risques Asie. Si ça se passe quelque chose qui est en Asie, vous allez perdre beaucoup d'argent. Je pense que vous avez bien compris les principes. Bon, la diversification sectorielle. Beaucoup de gens savent que c'est important d'investir sur plusieurs secteurs. Ici, il y a une recommandation. Il faut investir au moins sur 4 grands secteurs. Et je vous explique pourquoi. Il y a certains secteurs qui sont attachés un à l'autre. La corrélation elle est très élevée. Des autres secteurs ne sont pas corrélés, comme par exemple la santé et la finance. Ce sont des secteurs qui ne sont pas très attachés. Ou les secteurs d'énergie et les secteurs de consommation ou les secteurs de santé aussi. Ils ne sont pas tellement corrélés. Donc, on va essayer de au moins diversifier sur 4 secteurs. Normalement, on doit avoir au moins 6 ou 7 dans le monde idéal. Donc, quels sont les principaux secteurs de l'économie? L'industrie, l'information et la technologie, la santé, la finance, la consommation discrétionnaire, qui c'est la consommation cyclique. Par exemple, on va acheter des voitures. Quand l'économie va bien, tout le monde achète des voitures. Des consommations, des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, mais ce sont des choses qu'on s'est fait plaisir. Okay? Par exemple, les voitures, pour certains, c'est un bien très utile pour aller au boulot, etc. Mais on sait bien que quand l'économie va décoller, beaucoup de gens commencent à acheter des voitures, se faire plaisir, etc. Il y a la communication et les services. Il y a les matériaux, la consommation des bases aussi. Par exemple, les traitements et la vente d'eau. Okay? La vente d'énergie aussi, la transmission d'énergie fait un mélange entre les secteurs de consommation des bases et l'énergie. Aussi, on a l'énergie pure, des sociétés comme EDF, Engie, etc. On a les sociétés des biens utiles, comme j'avais dit, les traitements d'eau, etc. On a les consommations publiques aussi. Et on a les real estate. Les real estate, c'est l'immobilier. Donc, pour ceux qui pensent que la bourse est un concurrent de l'immobilier, non, l'immobilier, c'est juste un secteur de la bourse. Donc, tous les biens immobiliers, on peut investir presque dans le monde entier en utilisant la bourse. Donc, l'astuce qu'on garde ici, c'est que 4 secteurs, c'est déjà pas mal, mais dans le monde idéal, 6 ou 7 secteurs, ça fait bien pour la diversification de portefeuille. Et à nouveau, à chaque fois, je vais faire cette remarque. Si vous voulez gagner plus que les marchés, si vous voulez avoir un portefeuille risqué, si vous voulez avoir des rentabilités beaucoup plus élevées que celles de marché, vous allez concentrer votre portefeuille dans une région géographique ou dans un secteur. Mais il faut savoir que si ces secteurs-là ne vont pas performer bien, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc la diversification extrême, elle va minimiser. Vous allez faire une rentabilité proche à celle de marché, 7, 8, 10% par an. Et plus vous allez concentrer, plus vous allez risquer, plus vous allez avoir les potentiels de gagner, mais aussi vous allez les potentiels des pertes. Okay? C'est les risques des pertes. Bon, ici, c'est très cool, ces graphiques, j'adore, parce que ça montre en fait les principaux secteurs du marché entre 1800 et les années 2010. Donc, vous voyez qu'en 1800, on avait presque que de la finance et de l'immobilier. Entre 1850, la révolution industrielle et tout ça, jusqu'au début des années 1900, donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on avait les transports comme principal secteur de l'économie. Les Dow Jones, l'indice américain, il a été créé dans cette époque, à la fin des années 1800. Donc, dans l'indice Dow Jones, on avait presque que de l'industrie et du transport. Même un peu après la fin de la Première Guerre mondiale, on a commencé avec l'énergie et les matériaux. Et vous avez que depuis les années 70, on a l'information et la technologie avec un peu de la finance et de l'immobilier et avec un peu de l'énergie et des matériaux. Donc, au fur et à mesure que le temps est passé, on est moins concentré sur un secteur et on est concentré sur plusieurs secteurs. D'où l'importance d'avoir 4, 5 ou 6 secteurs dans les portefeuilles. Actuellement, donc, les secteurs qui pèsent le plus, c'est les secteurs de la technologie. Okay? Ici, un sujet que j'aime bien. Moi, je suis brésilien. J'ai passé la dernière décennie, j'ai vécu plus en France qu'au Brésil. Donc, sur les 10 dernières années, j'ai passé 5 années et demie ou 6 années en France. Donc, ma vie s'est divisée entre les deux pays. J'ai des rentes qui arrivent des deux pays. J'investis dans les deux pays. J'ai des dépenses dans les deux pays. Et je paye les impôts dans les deux pays. Et malheureusement, ce sont des deux pays où l'imposition est un des plus élevés du monde. Donc, pour ceux qui disent, est-ce qu'il faut diversifier en termes monétaires par rapport aux devises? Ma réponse, c'est ça dépend. Ça dépend. On va étudier certains cas. Déjà, il faut savoir que je vais appeler des devises fortes, des devises comme la livre sterling,
l'euro, les dollars, les francs suisses, les dollars canadiens, par exemple. Donc, ce sont des devises fortes, normalement des pays développés, ok? Ou des régions qui sont développées. La règle pour moi est simple. Et dans les livres de gestion des patrimoines, ils vont écrire 200 pages qui peuvent être résumées dans ces deux paragraphes que je vous montre ici. Si les pays où vous vivez possèdent une devise forte, dollar, euro, livre sterling, etc., cette devise, elle peut représenter la grande majorité de votre portefeuille. 80%, 90%, 70%. Mais si possible, diversifier au moins 30%. Par exemple, avec les achats des sociétés américaines, un Européen peut diversifier son patrimoine en dollars. Quand même, il va garder la majorité de son patrimoine en euros parce que ses dépenses sont en euros aussi. Donc ça, c'est important. Si vous vivez dans un pays de devises fortes, c'est intéressant de garder la majorité de vos investissements dans la même devise que vous payez vos dépenses. Comme ça, c'est plus facile de faire les calculs et d'estimer l'impact de l'inflation sur vos investissements. Deuxième point, si les pays où vous vivez possèdent une devise faible, comme c'est le cas du Brésil par exemple, gardez le minimum possible de votre richesse dans la devise du pays où vous vivez et diversifiez maximum possible votre patrimoine sur des devises fortes. Je rigole parfois quand un Européen en général il me dit ouais, mais c'est la fin de l'euro, c'est la fin du dollar, il faut diversifier, etc. Vous avez déjà les devises les plus fortes du monde. Si vous pensez vraiment que l'euro va disparaître, les dollars vont disparaître, c'est mieux d'acheter des armes, parce que même l'or va servir à rien. Il faut déménager, il faut faire quelque chose, ou acheter que des bitcoins. Une chose, elle est sûre, les devises qui sont fortes, elles vont rester encore. Les États ils vont faire tout possible pour rester avec les devises fortes. Et donc, à la place d'avoir une devise faible, c'est mieux d'avoir une devise forte. Et vous pouvez diversifier dans ces devises-là. Ici, je vous montre les réels brésiliens par rapport à l'euro, donc depuis 2008. Et vous voyez que les réels brésiliens ont perdu 53%. Donc, imaginez un millionnaire brésilien. Il était millionnaire en 2010. Il avait, on suppose, je ne sais pas, 10 millions de réels, ce qui vaut plus ou moins 2 millions d'euros. Actuellement, il a la moitié. Ça veut dire que s'il y a une crise au Brésil, s'il y a, je ne sais pas, une guerre, ça se passe quelque chose au Brésil, il veut déménager en Europe pour vivre, il a sa richesse coupée à la moitié. D'où l'importance de quelqu'un des pays sous-développés avoir sa réserve d'argent, si possible, dans des devises fortes. Peu importe la période. Ah, mais l'euro est en train de tomber, les dollars sont en train de tomber. À long terme, les devises faibles des pays sous-développés et d'inflation élevée vont perdre le pouvoir d'achat. Okay? Une des meilleures décisions de ma vie, c'était en 2018, transférer une bonne quantité d'argent que j'avais en réel en dollars. J'ai économisé, j'ai fait une rentabilité de 20 à 30% avec le simple fait d'échanger des devises. Parce que pourquoi? Le principe, c'est d'avoir l'argent dans les devises qui sont fortes. Un autre cas, bon, ça dépend des commentaires hein, par rapport à la rouble russe. On a moins 75% depuis 2005 et évidemment, les derniers jours, l'argent russe, ça vaut plus rien. Et donc, vous imaginez la quantité de personnes russes qui vivent en France, qui ont peut-être de l'épargne en Russie et ont vu tout ça couler d'un jour sur l'autre. Donc, la diversification monétaire, elle est importante, surtout pour ceux qui ont une vie ou sont en train de vivre dans un pays qui ne possède pas une devise forte, ou si vous avez de la réserve dans un pays qui ne possède pas une devise forte, c'est le moment toujours de transformer vers une devise forte. Okay? Peu importe l'époque, peu importe quand, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même. Bon, et l'euro et les dollars? On est intéressé par rapport à ça. Un euro, on gagne de l'euro en Europe, donc on va investir aux États-Unis, mais et la devise, qu'est-ce qu'on fait? Bon, depuis 1999, quand l'euro a été créé, les deux devises varient plutôt dans les mêmes niveaux. Entre 98, entre 0,88 pardon, et 1,54 dans les points maximum. Depuis 2008, les euros, il a perdu un peu de poids
Donc, il pesait 1,30, il pouvait acheter 1,30 dollars, 1,20 et actuellement, c'est proche des 1 déjà. Donc, dans la moyenne, ça vaut la peine d'avoir les deux devises. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais acheter au point plus bas et jamais dans les points plus hauts. Vous allez faire des achats réguliers. Vous allez acheter de dollars, des actions en euros et en dollars après quelques mois, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Donc, vous n'allez jamais tomber dans les pires des cas. Vous allez voir les prix moyens. C'est pour ça que j'insiste pour dire, si vous avez déjà une devise forte, la préoccupation avec la devise, elle n'est pas si importante. Parce que si vraiment ça se casse une devise, vous allez être diversifié, vous allez avoir déjà la devise dans notre pays, de notre région géographique. D'où l'importance. Si vous avez déjà des devises fortes, c'est mieux, mais si vous pouvez diversifier un peu parmi les devises fortes, c'est encore mieux. Ok? Bon, et une chose intéressante aussi, c'est la diversification par classe d'actifs. On sait bien que quand on a 18 ans et on commence à investir, c'est plus facile d'acheter des ETF et actions, par exemple, ou des crypto-monnaies. On va avoir un seul type d'actifs. Mais au fur et à mesure on commence à vieillir, on va acheter un bien immobilier, on peut avoir plus de cash dans les livrets, on va acheter des obligations si on possède un patrimoine très élevé. Donc, c'est normal de diversifier par classe d'actifs, mais ça va arriver avec l'âge. Difficilement, sauf si vous êtes héritier, vous êtes né dans une famille qui est déjà riche, difficilement avec 20 ans d'âge ou 25 ans d'âge, vous allez avoir un bien immobilier déjà payé, vous allez avoir 200 000 euros en actions, difficilement. Ce n'est pas la réalité de la majorité des gens. Donc, c'est naturel de gagner plusieurs classes d'actifs au fur et à mesure qu'on avance. Okay? Et je recommande même pour les plus jeunes, commencer avec les actions, les ETF, ça permet de connaître déjà bien les marchés, les secteurs, etc. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avoir des revenus plus élevés, etc. On va acheter des maisons, on va investir sur des autres secteurs en termes d'actifs, par classe d'actifs. Okay? Bon, on va faire la conclusion et ensuite on va acheter des sociétés américaines et je vais expliquer pourquoi de mon achat de la première que j'ai déjà fait aujourd'hui. Ok? Bon, pour une stratégie de petite capitalisation ou un portefeuille à dividendes, je considère qu'une diversification plus élevée est intéressante pour un investisseur particulier, entre 12 à 25 sociétés. Ça dépend de votre niveau d'aversion au risque. Pourquoi? Parce que la société à dividendes, on est intéressé par les rentes passives. Donc, plus de sociétés on ajoute, plus on va avoir de mal avec la baisse d'une seule action. Pour les small caps, les raisonnements, c'est au contraire. On va ajouter beaucoup de small caps parce qu'en fait, une qui explose et fait x2 ou x3 va ramener la rentabilité de portefeuille vers les hauts. Et si on ajoute que 5 small caps, on a beaucoup de risques que les 5 ne vont pas marcher bien parce que les risques sur les small caps sont plus élevés. Donc c'est pour ça que je préfère un portefeuille entre 12 et 25 si c'est un small cap ou un dividende. Pour ceux qui investissent sur des grandes sociétés classiques, mais pas intéressés forcément aux dividendes, ou investissent sur des sociétés à croissance avec des valorisations très élevées, entre 8 et 18 sociétés, c'est déjà bien diversifié. N'oubliez pas que ce n'est pas une erreur avoir moins de 8 sociétés. Il faut juste savoir que moins de sociétés vous allez avoir dans les portefeuilles, plus des risques vous allez voir. Vous avez un potentiel de gagner beaucoup plus, mais aussi un potentiel de pertes plus élevé. Plus de 30 sociétés, normalement, vous allez faire une rentabilité semblable à celle du marché. Vous allez faire plutôt comme un ETF. Et aussi, le management devient très difficile. Ça pour un portefeuille qui peut-être pèse beaucoup ou quelques milliers d'euros. Évidemment que si vous avez un portefeuille de plus de 500 000 euros, 800 000 euros dans des actions, avoir plus de 30 sociétés, c'est acceptable parce que chaque société va peser 5 000 euros, 8 000 euros. Donc ça dépend aussi de votre niveau de patrimoine. Mais pour la majorité des personnes, avoir un portefeuille avec plus de 30 sociétés, il va faire plutôt la même rentabilité moyenne du marché. Donc, pour faire le résumé, la diversification géographique elle est bienvenue. Vous connaissez bien comment ça fonctionne sur les marchés maintenant, cette polémique et cette guerre qu'on vit maintenant. Donc, la diversification géographique, ça touche beaucoup. La diversification sectorielle pour ne pas tomber dans les pires timings, dans les cycles de marché. Peut-être il y a une crise immobilière, il y a une crise financière avec les banques, donc avoir des actions de plusieurs secteurs, c'est intéressant. La diversification monétaire, surtout pour ceux qui possèdent de l'argent sur des devises qui ne sont pas fortes, pour ceux qui possèdent déjà de l'argent dans les devises qui sont fortes, c'est le meilleur des cas. La diversification par classe d'actifs, c'est toujours intéressant parce que comme ça, on peut diversifier sur des actifs qui peut-être ne sont pas très corrélés, mais c'est naturel de diversifier sur des classes d'actifs au fur et à mesure qu'on a plus d'argent. Donc, soyez pas pressé par diversifier rapidement si vous êtes jeune surtout, ou si vous n'avez pas un niveau
des revenus très élevés, ça va arriver. Au fur et à mesure que vous économisez, vous augmentez votre niveau de revenus, ça va arriver la diversification par classe d'actifs. N'oubliez jamais, hein, la hausse du revenu, c'est très important, ou même plus important que les investissements, dans le sens que si vous êtes un investisseur incroyable et vous faites 40% par an, que c'est les records de long terme, ou 30% comme Peter Lynch, mais si vous gagnez 30% sur 1000 euros, c'est 300 euros. Si vous faites comme la moyenne de marché, 8% par an, mais vous avez 100 000 euros investis, vous allez gagner 8 000 euros. Vous avez bien compris. Toujours, on doit se battre pour augmenter les niveaux de revenus. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais c'est ça qu'on doit essayer de faire. Et aussi, pour utiliser les leviers des investissements pour faire l'effet boule de neige, pour rentabiliser chaque fois plus notre épargne. OK? Bon, on a déjà fait 3 lives. Donc, pourquoi investir aux États-Unis? On a déniché les sociétés. Pourquoi? Quelles sont les caractéristiques des sociétés qu'on fait x10 et x100 dans la bourse? Et combien d'actions pour chaque stratégie? Maintenant, on vient de discuter ici dans la conclusion. Maintenant, je vais passer sur les partages d'écran pour parler des sociétés que j'ai achetées, j'ai ajouté dans les portefeuilles aujourd'hui et pourquoi des autres deux que je vais ajouter aujourd'hui. En sachant que c'est mon argent, je n'ai pas besoin de cet argent pendant 8 ans minimum. J'ai de l'argent pour renforcer si elle baisse encore plus. Et en sachant aussi que chaque personne a un niveau d'aversion au risque et on ne va pas être tous d'accord avec un choix. Pourquoi? Si on s'était tous d'accord par rapport aux choix d'action, tout le monde allait acheter la même action. Et c'est ça qui fait la beauté de la bourse, parce que chacun va avoir une opinion différente par rapport aux actions. OK? Donc, je vais partager mon écran avec vous. Juste une petite seconde. Voilà, vous avez ici mon courtier. Pourquoi j'utilise Avenue? Comme j'avais déjà expliqué au premier live, je peux transformer réel brésilien en dollars. Je peux transformer je peux transformer euro en dollars aussi. Donc pour moi, comme un Brésilien français, moitié brésilien, si je peux dire comme ça, comme je paye les impôts sur les deux pays, pour moi, c'est les courtiers les plus faciles pour ces défis. C'est pour ça que j'ai envoyé 10 000 dollars sur ces courtiers. Vous avez ici donc que j'ai déjà investi presque 700 dollars. Donc, j'ai choisi la société MBUU, c'est Malibu Boats, une société qui fait des bateaux aux États-Unis. C'est une petite small cap américaine. Ici, j'ai les résumés de la société. Donc, je vais vous montrer ici que la société à ce moment cote environ à 63, 64 dollars. L'estimation des justes valeurs de l'équipe des Morningstar, c'est 87 euros. Je pense que la société a un potentiel plutôt des 20% maintenant déjà à monter. Vous avez ici les cours sur bénéfices des 10 comparé à la moyenne de marché des 20. Donc, beaucoup de gens disent « Ouais, les marchés américains, il est cher, etc. » Écoutez, j'achète une société qui a la moitié de la valorisation de la moyenne de marché. Les courses aux trésoreries, ça veut dire que la capitalisation de la société maintenant, comme elle vaut 1 milliard et 300 millions dans la bourse, elle a 11 fois plus de valeur dans la bourse que dans sa trésorerie. C'est que c'est une valeur acceptable. Ça veut dire qu'elle a environ 130 millions, 150 millions dans la trésorerie. Donc, une quantité d'argent qui n'est pas négligeable. Elle a des dettes de long terme par rapport aux actifs qui pèsent 40%, donc elle n'est pas très endettée. Donc, c'est une dette, une santé financière une bonne santé financière, c'est saine. La croissance des chiffres d'affaires depuis 2021, 49%, 133%, 40%, 34%. La marge d'exploitation des presque 16%, rendement sur capitaux propres des 34%, recette nette, marge nette des 11,7% et une croissance nette des bénéfices nets par action. Par rapport aux fondamentaux, c'est solide. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a la même caractéristique des Katana quand j'achetais en France. Peut-être je me trompe, peut-être ça va baisser, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on diversifie. Je vais acheter entre 10 et 15 sociétés. Et mon objectif, c'est que la majorité de portefeuilles soient gagnants. C'est impossible d'avoir 100% des sociétés gagnantes dans les portefeuilles. C'est pour ça que j'ai ajouté Malibu aujourd'hui. Si vous faites partie du groupe WhatsApp, du groupe Telegram, vous avez reçu ça en avance, cette analyse-là. Ça marche? Bon, quelles sont les autres deux sociétés que je vais ajouter maintenant dans les portefeuilles? Celle-là, c'est un small cap, et je vais ajouter donc maintenant une mid cap, une société de taille moyenne, et une grande capitalisation. C'est quoi la société mid cap? La société mid cap, probablement, elle n'est pas connue par tout le monde, elle s'appelle Williams Sonoma. C'est une société, entre guillemets, comme Ikea ou... ouais, on dirait Ikea dans l'Europe. C'est une société qui fait de la vente de tous les produits que vous pouvez imaginer pour la maison. C'est une société qui a une capitalisation boursière très élevée.
Ok, donc une société qui pèse énormément dans la bourse. Euh, Vous avez qu'elle est sous-évaluée. Les cours sur bénéfice, c'est 11, pas pour 20, que c'est la moyenne de marché. Elle est à 146 dollars environ et l'estimation des justes valeurs, c'est de 200 euros. Donc, le potentiel, selon l'équipe des Morningstar, est très élevé. Je suis un peu plus pessimiste. Je pense que la société, elle va rentabiliser environ 12 à 16% de rentabilité par an à long terme, d'après les bilans financiers que j'ai analysés. Les cours sur trésorerie est très bon aussi. Plus petit, c'est cette valeur plus intéressante. Vous avez la croissance des chiffres d'affaires est énorme depuis la fin 2021. Donc, vous avez ici que les choses ont augmenté. Donc, les ventes ont augmenté, les chiffres d'affaires. La marge nette a augmenté depuis une année et demie. Donc, je trouve ça très intéressant parce que si elle arrive à garder ces niveaux de marge, ça va faire la société sincèrement augmenter beaucoup dans la bourse. J'espère bien que dans les prochains résultats, la marge soit de 10 ou 12 et pas celle de 6 ou 5,20. Okay? Si la marge va être de 6 ou 5,20, elle va baisser un peu dans la bourse et c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir une petite réserve d'opportunité à côté au cas où on a besoin de renforcer. On a une croissance du bénéfice net par action qui c'est très intéressant. On a aussi une marge d'exploitation élevée, un retour sur capital propre très élevé. Donc vous avez ici des informations par rapport à Williams Sonoma. Ici, on a les sites de la société. Donc vous avez que la société elle vend vraiment tout pour la maison, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ici la page elle est énorme, vous pouvez venir ici sur les sites de la société après. Ok, donc c'est une société de consommation. Après la pandémie, on sait qu'à chaque fois plus les gens investissent plus chez soi. Donc vous avez tout pour les ados, pour les enfants, pour les adultes, pour les jardins, pour tout ce que vous imaginez. Vous avez ici dedans, vous pouvez jeter un œil. Après, c'est ouvert ici les résultats financiers. Une chose que j'ai trouvé super intéressante, c'est que sur la partie d'analyse des long terme, ils disent qu'ils ont des projections pour accélérer la rentabilité, les gains à 10 milliards en 2024. Ça, c'est une hausse énorme. Donc, même si on soit pessimiste, la rentabilité doit être positive. OK, OK, donc ça, c'est la société Williams Sonoma. Et maintenant, une société connue par tout le monde. Et pourquoi je vais investir sur PayPal? Parce que je crois que la baisse elle est justifiée, mais pas une baisse de 60%. Je crois que la société a baissé beaucoup plus qu'elle méritait. Maintenant, avant, elle cotait à 50 fois ses bénéfices. Et actuellement, PayPal, il cote à 28 fois ses bénéfices. Pour une société de technologie, c'est très bien. Surtout que la croissance du chiffre d'affaires depuis 2019 est d'environ 13, 14, 20% par an. Ça veut dire qu'à chaque fois, la recette est plus élevée et les résultats nets aussi, avec une marge nette élevée, avec une marge d'exploitation élevée aussi, avec une hausse de bénéfice net par action et l'estimation est des hausses. Donc pour moi, elle est sous-cotée par rapport à ce qu'elle mérite. Mais c'est très risqué parce que la société peut continuer à baisser dans les prochains jours. C'est pour ça que je vais acheter environ 3 ou 4 actions de PayPal. Je pense que je vais acheter 4. Donc 4 fois 100 euros, ça donne 400 euros parmi les 10 000 dollars. Et je vais acheter plutôt la même quantité pour Williams Sonoma. 3 actions, ça va donner 450 dollars. Donc les codes pour Williams Sonoma, c'est WSM. Donc je vais venir ici sur investissement. WSM. Donc on a Williams Sonoma ici. Je vais placer une ordre des markets, donc selon les prix de marché. Je vais placer 3, une quantité de 3. Ça va donner 433 dollars ici. Donc je vais faire buy. Voilà. L'ordre est envoyé. Et pour PayPal, donc PYPL, donc la même chose. On va chercher PYPL, PayPal. Je vais acheter une quantité de 4 actions et buy. Voilà, c'est fait. Donc vous avez ici les 4 actions
Évidemment que ça commence en négatif parce qu'on paye les frais, donc les frais sont déduits ici dans la rentabilité. Donc voilà, maintenant il reste qu'à atteindre. Donc pour l'instant, on a plutôt 700 € sur Malibu Boats et 450 € sur Williams Sonoma et PayPal. OK? C'est ça, mes amis investisseurs. On passe à la pratique. Fanny, comment on diversifie un euro et un dollar en choisissant les dollars comme devise chez DEGIRO par exemple? C'est une option. Et si tu achètes déjà des sociétés américaines, elles font la majorité de leurs bénéfices en dollars. Donc c'est une façon d'indirectement aussi diversifier. Acheter une action en euro, mais l'action fait des bénéfices en dollars. C'est une diversification indirecte, mais c'est déjà quelque chose. Donc, vous n'avez même pas besoin de transformer la devise. Vous pouvez trouver déjà la société négociée en euros, mais acheter des sociétés américaines. Comme ça, vous savez que les bénéfices viennent en euros. C'est le cas des Malibu, par exemple. Presque 100% de leurs bénéfices, c'est en dollars. C'est le cas aussi de Williams Sonoma. 90% du marché, c'est américain. Donc, même si vous achetez en euros, il va y avoir en fait une relation entre l'euro et le dollar quand vous avez l'action. Il faut comprendre les risques aussi. Hein. Il y a les risques de momentum, les marchés pas bien, on a une guerre, les États-Unis peut-être peuvent aider les pays, aider l'Ukraine ou faire des autres décisions pour déclencher une guerre qui c'est encore pire. Donc c'est vraiment l'argent que j'ai pas besoin, c'est l'argent que j'investis maintenant. J'espère que si vous faites ça, vous faites dans les mêmes billets d'investir en somme d'argent que vous n'avez pas besoin maintenant. Et voilà, mais je vais vous montrer comment passer la pratique, comment faire l'analyse. Peu importe les ratios fondamentaux, ce sont des sociétés solides. Je ne sais pas si à court terme, dans un mois, 2 mois, 6 mois ou 2 ans, elles vont performer bien, mais j'espère qu'à long terme, elles vont performer bien. C'est ça qu'on doit faire. Essayer d'être partenaire des excellentes sociétés sur le long terme, d'acheter et garder l'action. Et c'est ça que je vais faire avec ces sociétés que je vais acheter, avec les 10 000 $. OK? N'oubliez pas d'inviter vos amis, envoyer cette vidéo à vos amis pour voir comment on passe à la pratique, comment on analyse la diversification. Restez connectés sur WhatsApp et sur les Telegram pour recevoir les opportunités de marché. Peut-être que je vais envoyer demain ou après-demain déjà des autres achats que je vais faire dans les portefeuilles. Okay? Mon objectif, c'est de faire les portefeuilles divisés en 3. Petite, moyenne et grande société, donc environ 33% sur chaque secteur. Donc pour l'instant, on a respecté ça, une petite, une moyenne et une grande société dans les portefeuilles. OK? Mes amis investisseurs, merci pour tout. On se tient au courant. Demain à 20h, on a encore un live qui va arriver et on va discuter un sujet très intéressant que je vais vous montrer ici. Donc, on va discuter comment investir aux États-Unis et comment on va parler des principaux courtiers. Quels sont les courtiers que je recommande, des courtiers que je ne recommande pas? Quels sont en fait les critères? Comment acheter fractionné? Quand utiliser des achats qui ne sont pas fractionnés? Est-ce qu'il faut investir avec des ETF si vous êtes débutant? Donc, on va discuter un peu ces sujets demain. Ça marche? Mes amis investisseurs, à demain à 20h. Je compte sur vous. À plus.